Bah justement, pour le coup, par rapport au U23, pendant la campagne où ils ont eu pas mal de différentes rencontres, on a vu comme une opposition nette entre les observateurs sur la place accordée justement aux joueurs dits binationaux et locaux, sur le fait que les uns seraient favorisés par rapport aux autres, ou au contraire que on ferait pas appel suffisamment aux talents extérieurs. D'un point de vue stratégique, comment est-ce que les choses sont organisées, et est-ce que ce débat a vraiment lieu d'être? Franchement, pas vraiment, hein. Pas vraiment, à part, voilà, encore une fois, ceux qui cherchent un petit peu la polémique. Déjà, il faut savoir, encore une fois, je le répète, Duarte, le coach de l'équipe A, est le premier responsable technique du projet. Donc ça, c'est ce qui a été établi dès le départ. Tout le monde en est conscient, que ce soit lui, nous, le staff A, la FTF, le premier responsable du staff U23, donc le coach. Tout le monde est conscient de ça. Donc après, j'ai l'impression que justement, comme dans un petit peu toutes les catégories ou autres, il y a peut-être eu à un moment donné comme un détournement sportif un petit peu du projet. Okay. Quand je dis détournement sportif du projet, c'est que le projet avait un objectif. Donc détournement sportif du projet, c'est-à-dire qu'on dévie un petit peu de l'objectif. Voilà. Donc c'est pas un détournement, non, c'est par rapport à l'objectif du projet que j'ai expliqué juste avant. L'objectif du projet, c'est de produire le plus vite possible des joueurs capables ou potentiellement capables d'intégrer l'équipe A. Donc, c'est pas de mettre des jeunes en équipe A. Aujourd'hui, il n'y en a pas 50. Hein. Mais c'est de faire en sorte qu'ils progressent le plus vite possible pour pouvoir y arriver. Donc, faire jouer ceux qui ont le plus gros potentiel. Donc, de les mettre en avant, de promouvoir cela pour que ça puisse se faire. Parce que les U23, c'est pas... Aujourd'hui, je parle au jour d'aujourd'hui, à l'instant T, au Togo, la catégorie U23, c'est pas juste une catégorie qu'on a engagée dans une compétition comme ça, comme une autre. Comme des fois c'est le cas. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, j'ai même envie de vous dire que la compétition, engager cette catégorie dans une compétition, c'est même pas ça la partie importante. Aujourd'hui, cette catégorie, elle n'est pas dans une logique de résultat. Elle est dans une logique de travail et de performance. Travail, progression, performance. En restant dans la sobriété, on n'a même pas besoin d'entendre parler d'eux. Ils sont là un peu comme en centre de formation. Tu travailles, tu progresses, tu performes, tu progresses, tu performes jusqu'au jour où tu es capable d'aller plus haut. Ils sont dans cette logique-là. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas une question, il faut oublier cette dualité. C'est ce qui a parfois aussi créé des malentendus parce que des fois, il y a eu des interventions du staff A qui ont été perçues par les uns et les autres comme de l'interférence, alors que non, c'était des interventions légitimes, je dis bien légitimes, parce que c'est ce qui a été établi par la FTF, le mode de fonctionnement qui a été établi par la FTF dès le départ, et tous les acteurs concernés étaient au courant. Donc, il ne faut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, ou non, tout le monde était au courant de ce fonctionnement-là, parce qu'il y avait un objectif derrière ce projet. Donc, bien sûr que s'il n'y a pas d'objectif derrière, il n'y aurait pas certaines situations, mais là c'est le cas. Donc par la suite, c'est vrai qu'il y a eu aussi, on va pas se mentir, il y a eu des épisodes, des mensonges avérés. Je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, moi je suis pas quelqu'un qui aime la polémique, mais des mensonges avérés des uns et des autres, des divulgations d'informations internes, parce que normalement on ne doit pas divulguer les informations internes. Moi, depuis tout à l'heure qu'on parle là, j'ai jamais divulgué aucune information interne. On va pas parler des joueurs, de comment les choses se passent en interne, parler de comment le joueur est arrivé, est parti, dans quel état d'esprit il était, ceci, cela. C'est des choses internes à un staff. Donc, quand il y a un problème qui se pose, ça se règle en interne. C'est pas avec les journalistes, c'est pas avec les amis, c'est pas avec dans le bar d'à côté ou je ne sais pas quoi. Non, faut arrêter ça, c'est pas professionnel ça. Ça se règle en interne. Et à un moment donné, il y a eu cette limite qui a été dépassée. Alors, je ne sais pas, j'ai pas les preuves,
Mais ça a été dépassé puisqu'il y a des informations qui sont sorties. À partir du moment où les informations sortent, c'est qu'il y a quelqu'un qui en a parlé. C'est obligé. Donc, encore une fois, le souci, c'est que... Bon, là, on en parle parce que ça fait partie de tes questions. Sinon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des polémiques ou qui rebondit un petit peu sur tout. Mais il ne faut pas non plus prendre mon silence pour de la faiblesse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que je ne parle pas que j'interviens pas tout le temps à tout bout de champ que c'est parce que j'ai peur. Non, c'est pas ça. Faut pas prendre mon silence pour de la faiblesse. Et il y a certains, j'ai l'impression, qui justement, le fait que je m'exprime pas trop, se servent de mon nom, disent des choses sur moi, insinuent des choses, m'accusent de certaines choses. Mais comme je parle pas, je réponds pas, parce que ça me fait rire et que j'ai pas le temps de répondre à ça. Donc certains continuent ou voilà, estiment que... Alors que non, on n'a pas élevé les moutons ensemble, il faut arrêter les bêtises. Mais bon, c'est passé, c'est passé. L'essentiel pour moi, c'est que aujourd'hui, les supérieurs, nos dirigeants sont au courant de tout. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, c'est pas des choses cachées, hein. C'est des choses qui ont été exposées ouvertement. Chacun des acteurs est informé de tout. Donc, aujourd'hui, pour donner un exemple, hein, la catégorie U23 n'a pas de compétition officielle avant 2025 ou 2026. Alors, pourquoi on fait des rassemblements? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire de rassemblements, hein, mais pourquoi on insiste autant pour faire autant de rassemblements? C'est qu'il y a un objectif derrière. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a un objectif derrière, c'est pour ça qu'on continue, c'est pour ça qu'on continue à travailler, on insiste sur cette catégorie-là, parce que dans cette catégorie-là, on estime qu'il y a peut-être 3, 4, 5 joueurs qui, d'ici un an et demi, seront capables de venir renforcer l'équipe A. Parce que aussi, en équipe A, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs cadres qui sont en fin de cycle, qui ne sont pas tout jeunes. Certains qui me l'ont dit ouvertement, qui peut-être d'ici un an vont peut-être arrêter. Ils me l'ont dit ouvertement, comme ça, devant moi, que bon, peut-être d'ici un an, moi, je pense que je vais arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire qu'encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, 2017, quand tu as des joueurs qui commencent à arrêter et que tu n'as pas préparé, anticipé, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ça tombe. Encore une fois, c'est bancal, ça tombe. Donc, c'est pour éviter que ça tombe qu'aujourd'hui, il faut déjà préparer un petit peu cet avenir-là. Ouais. Donc, il y a un objectif précis derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est les joueurs potentiellement capables d'évoluer, de progresser pour arriver au niveau international dans un an et demi. C'est aussi simple que ça. Ouais. Ça sert à rien de faire jouer des joueurs qui, on sait que dans 6 mois ou dans 3 mois, ne vont pas arriver à ce niveau-là ou dans un an ou dans un an et demi. Potentiellement, c'est normal, ça c'est la loi du football, c'est la loi de la concurrence, c'est la loi du meilleur, on est en équipe nationale, c'est les meilleurs. Si on veut que l'équipe A progresse, c'est les meilleurs qu'il faut mettre. C'est ça. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas de favoritisme locaux, binationaux, expatriés, il n'y a rien de tout ça. Ouais. C'est potentiel, c'est-à-dire que c'est les meilleurs potentiellement. Encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur le mot potentiel. Ouais. C'est-à-dire que peut-être que le joueur que tu vois aujourd'hui, bah, tu le vois peut-être pas à ce niveau-là, tu ne l'imagines pas à un certain niveau, mais il va y arriver. Un exemple que je peux te donner, il y a Farid Alidou, qui est un joueur qui est passé de l'équipe U19 de Hambourg à l'équipe A en l'espace de 6 mois. Okay. En U19, il jouait même pas titulaire. Il était en U19 avec Steven Mensah, le gardien, qui est plus jeune que lui. Steven Mensah, il a 2 ans de moins. Mais ils étaient ensemble en U19. Farid Alidou n'était même pas titulaire. Il est rentré en jeu lors d'un match. Le coach de l'équipe réserve ou le directeur sportif, il me semble, l'a vu jouer. Il est rentré en jeu, a dit mais ce petit il est bon. Pourquoi vous le faites pas jouer? Oui mais non, mais il est pas constant, ceci cela. Non, il faut le faire jouer. Parce que le directeur ou le coach du dessus a dit qu'il faut le faire jouer. La même chose que je suis en train de t'expliquer avec le fonctionnement, avec Duarte, avec le fonctionnement U23. Ouais. C'est-à-dire que potentiellement, ce joueur-là doit jouer. Il a commencé à jouer avec les U19, a marqué des buts. Il est monté avec l'équipe réserve 1 mois ou 2 mois après. Il s'est imposé, il a marqué des buts. 6 mois après, il est en équipe A. Et il a été transféré à Francfort. Ouais. Même chose avec Dikeni Salifou. Dikeni Salifou, je me suis déplacé, je suis allé le voir avec ses parents, on s'est assis, on a discuté, il m'a expliqué son histoire. Je me dis, c'est incroyable.
Comment un jeune avec ce gros potentiel à Augsbourg a pu le traiter de cette manière-là. Même chose, c'est un joueur qui jouait avec les U19, qui évoluait avec les U19, mais bon, on ne faisait pas trop attention à lui. Il n'avait pas de contrat, alors que c'est lui qui faisait toute la différence lors des matchs. Par chance, le directeur sportif est venu regarder un match des U19, l'a vu jouer, a dit mais ce petit il est bon, pourquoi vous nous en parlez pas? On vous dit de nous faire monter les meilleurs, pourquoi lui il monte jamais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si. Et c'est comme ça, hein. Il est monté avec l'équipe réserve, entraînement, match, tout, c'était le meilleur. 3 mois après, il est monté avec l'équipe A, entraînement et tout, 6 mois après, ils lui ont proposé un contrat pro. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 3-6 mois, il est passé de U19 incognito à l'équipe A. Pourquoi? Parce que potentiellement, on estimait que c'était le meilleur. Ouais. Tu vois, donc ça n'a rien à voir avec les histoires d'opposition, avec locaux, ceci, cela. Ouais. Il faut arrêter avec ça. Et au-delà de ça, et je vais finir là-dessus pour ce volet-là, à un moment donné, il faut arrêter d'opposer ou de différencier à chaque fois locaux, expatriés, binationaux, cette histoire. Il faut arrêter ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle binationaux, c'est les enfants de nos oncles, de nos tantes, de nos cousines, de nos cousins. C'est ça. Concrètement, le fils de Yao Senaya, il joue au foot, non? Le fils de Senaya, il joue. Le fils d'Assignon, il joue, non? Le fils de Daré, il commence à jouer aussi. Donc c'est quoi? C'est des binationaux? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais encore une fois, je le répète, c'est les enfants de nos oncles, de nos frères, de nos amis, de nos cousins. C'est juste que, oui, bien sûr, ils sont nés en Europe, en France, en Allemagne, en Belgique, etc. C'est des Togolais. Bien sûr. C'est des Togolais. À partir du moment où ils veulent jouer pour le Togo, c'est des Togolais. Donc tous ces jeunes-là qui viennent, qui ont accepté de jouer, parce que certains d'entre eux, quand je dis accepter, c'est accepter, parce que ça n'a pas été facile de les convaincre, mais ils ont accepté, ils ont pris une décision, parce que certains d'entre eux sont internationaux de leur pays. Dikeni Salifou, il est international allemand. L'année dernière, quand on fait le rassemblement à Antalya, il a reçu une convocation de l'Allemagne U20. Je l'ai, la convocation, je te montrerai après. Il a reçu une convocation de l'Allemagne U20 qui m'a envoyé, son père m'a envoyé la convocation pour me dire qu'est-ce qu'on doit faire. Nous, on veut jouer pour le Togo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire que c'est un choix délibéré du joueur de venir pour le Togo. C'est pas rien. Non, bien sûr. Le petit Malik Aziz qui joue à Anvers en Belgique, convocation pour la Belgique. Au moment où il décide de jouer pour le Togo, il est convoqué par la Belgique. Pareil en U19, c'est-à-dire qu'il décide à ce moment-là de laisser, en plus lui peut jouer pour la Belgique et pour la Hollande. Donc il reçoit une convocation au même moment que le stage d'Antalya, mais il décide de venir jouer pour le Togo. C'est ça. Dernièrement, au dernier stage, on avait le petit Basile Ogouvile qui joue à Young Boys. Au mois d'octobre, il était titulaire avec la Suisse. Avec les U19 de la Suisse, il était titulaire. Il a joué contre l'Angleterre et je ne sais plus quel match. Mais au mois de décembre, quand on l'a approché, on a discuté, on lui a présenté le projet. Il a décidé délibérément de donner une chance au Togo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le petit Eram Viegbe qui joue à Valenciennes avec Floyd, même chose. Lui, il avait été convoqué avec la France, avec les U19 ou les U20, avec la France il y a 6 mois, mais il était blessé. Donc, il a raté la sélection. Donc, lui, son objectif, il disait que oui, mais ils m'ont convoqué, j'étais blessé, j'attends la nouvelle convocation. Donc, c'est là où moi, j'ai fait tout pour le convaincre en lui expliquant le projet. On a aussi un projet. On a un projet pour toi aujourd'hui équivalent qui va aussi t'aider dans ta carrière, etc. etc. Ouais. Donc lui aussi, il a fait un choix délibéré. Donc tous ces joueurs-là qui viennent, c'est quoi? On va toujours les opposer. Locaux, expatriés, binationaux, ils sont togolais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Ils sont togolais. Donc à un moment donné, il faut arrêter cette opposition, d'arrêter de toujours opposer. Il faut rassembler. Il faut rassembler, être dans l'union, être dans l'unité. Tous ceux qui veulent aider, ils n'ont qu'à venir. C'est la seule manière pour laquelle c'est le seul moyen par lequel on peut avancer et progresser. Ouais, je suis vraiment d'accord. Tu vois, justement en ce qui concerne les rassemblements des U23, bon, on a entendu dire que... Je vois ton sourire là. C'est quoi cette question encore? On a entendu dire que c'est toi qui ferais les listes des joueurs retenus pour je l'ai entendu, les U23. C'est vrai ou faut me mettre dans la liste, hein, si tu fais une liste toi et moi, vas-y. Hein. Déjà,
comment ça pourrait être vrai déjà? Des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait sortir n'importe quelle rumeur. Encore une fois, c'est peut-être comme je parle pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que je me suis assagi, maintenant je parle plus trop, tu vois. Non mais c'est ça, parce que peut-être à une certaine époque, comme je parlais, les gens, tu vois, là maintenant comme je parle plus beaucoup, je fais preuve de maturité, mais ça se retourne contre moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas, déjà à quel moment moi je peux faire la liste? Comment? Basé sur quoi? Oui, bien sûr qu'il y a des joueurs que j'aime bien, bien sûr que je les connais les joueurs, puisque justement c'est moi-même qui, encore une fois, qui fait les profils des joueurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Le même travail que je fais avec l'équipe A, c'est la même chose que je fais avec les U23. Donc ça veut dire que je crée une base de données. C'est ça. Bah, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que les choses elles fonctionnent? C'est quoi le fonctionnement retenu justement par rapport le fonctionnement retenu conformément à la FTF, parce que je le répète à chaque fois, j'en reviens toujours à la même chose, conformément à la FTF et aux exigences du coach du RT, qui est le premier responsable technique du projet, parce que le projet est en corrélation directe avec l'équipe A. Ce n'est pas juste une catégorie comme ça en l'air, délaissée ou non. Bien sûr que quand les U17 y jouent, je regarde. Je regarde avec envie, avec passion, je suis supporter. Quand les U20 y jouent, je regarde pareil avec passion, U20. Je suis content qu'ils jouent, qu'ils gagnent, etc. Je suis en contact avec le coach U20. On a déjà discuté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand il a besoin de quelque chose, il m'appelle. Quand il a besoin de conseils ou je sais pas quoi, il m'appelle. Un jour, il m'a appelé pour un joueur qui voulait contacter. Je me suis débrouillé pour trouver les contacts du joueur. Le coach des locaux, Jonas, par exemple, qui est adjoint avec nous, avec le staff A, on échange tout le temps. Quand il fait ses listes, il envoie l'FTF, il m'envoie ses listes. Je regarde aussi, je lui donne mon avis, on échange, on débriefe les choses. Le soir, quand il finit son entraînement avec les locaux, il m'appelle, on discute. Il m'explique de quoi ils ont travaillé, les aspects qu'ils ont travaillé, etc. Ce qui reste comme progrès à faire. Il me parle des joueurs, il me dit « Ah, celui-ci, il a été très bon, celui-ci, il a progressé, ceci, cela. » Les matchs, même chose. Quand il fait ses matchs, après, on en discute, etc. Mais c'est des choses qui sont distinctes. Ça veut dire qu'on débriefe. Ouais. Je joue mon rôle de manager général. Donc, si j'ai un avis à apporter, je l'apporte. Jonas, quand il m'appelle, quand il me parle de son équipe, de comment l'équipe s'est comportée, celui-ci a été bon, je demande d'après certains joueurs, parce que des fois, il y a certains joueurs que moi j'aime bien. Ouais. Moi Serge, à titre personnel, et je demande pourquoi elle n'a pas joué. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi tel joueur n'a pas joué, Jonas? Et il m'explique pourquoi. Ah, j'ai préféré mettre celui-ci parce que pour telle raison, voilà ce que je recherchais, et celui-ci ne m'a pas donné satisfaction dans ce registre-là. Parce que donc on discute. Mais les U23, encore une fois, le premier responsable technique du projet, c'est Duarte, le coach Duarte qui est responsable. Donc ça veut dire que, encore une fois, le fonctionnement, il est simple. Moi, je crée une base de données avec les joueurs majoritairement qui sont expatriés, mais il faut savoir que Duarte lui-même a ses exigences. C'est-à-dire qu'une fois que moi, je lui donne cette base de données avec les joueurs expatriés, c'est lui qui supervise les joueurs locaux, donc en général pour l'équipe A, pour l'équipe A, mais pour ceux qui sont jeunes, donc quand il supervise les joueurs locaux, il y en a qui sont jeunes. Donc quand il voit qu'ils sont jeunes, ils ne sont pas encore prêts pour l'équipe A, donc il regarde leur âge, donc ils ont l'âge pour évoluer en espoir, immédiatement il m'envoie le nom. Ouais. Rajoute tel joueur à la liste, parce que je l'ai vu, il est bon. D'ici 1 an, peut-être qu'il peut nous aider en équipe A. D'ici 1 an et demi, s'il évolue bien, il peut nous aider. Donc, base de données qui est créée. Dans cette base de données-là, lui, il a ses exigences. Donc, le fonctionnement retenu par la FTF, il est simple. C'est-à-dire que, exigé par Duarte, c'est que 60 à 70% des joueurs U23 ou Espoir doivent être sa volonté à lui. Pourquoi ? Encore une fois, je le répète, parce que c'est un projet qui est en corrélation directement pour l'équipe A. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, hein. Donc, à quoi bon mettre des joueurs que le coach de l'équipe A ne veut pas, puisqu'au final, il ne va pas les prendre. C'est ça. Lui, c'est d'autres qui veut. Donc, ceux qui veut, lui, il exige que 60 à 70% soit sa volonté à lui. 30 ou 40%, il laisse la liberté au coach de l'équipe U23 de mettre qui il veut, bien sûr, puisqu'il a, il a aussi ses préférences, etc. Maintenant, quand je dis que Duarte a ses exigences, je ne parle pas de joueurs expatriés, hein. Je parle de tous les joueurs. Sur la dernière liste qui a été faite, là, quand Duarte il cochait les noms, etc., des joueurs comme Agbemefa, Ouro Etiré, Hadi, Bataille, Avotor,
c'est des exigences de Duarte. C'est des joueurs locaux. Hein. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc là, on n'est pas en train de parler de joueurs forcément expatriés. Non, ça. Ces joueurs locaux-là étaient des exigences de Duarte. Par exemple, je vais te donner l'exemple. Quand Duarte exigeait ces joueurs-là, disait que je veux voir un tel, je veux voir un tel, je veux voir un tel. Moi, j'ai donné le nom d'un joueur. Je ne vais pas donner le nom parce que de 2 joueurs. Je ne vais pas donner le nom parce que encore une fois, il ne faut pas divulguer les informations internes. Il y a 2 joueurs locaux que moi j'aime bien. Moi, Serge, j'aime bien. Que j'ai donné au coach. J'ai dit, il y a un tel et un tel aussi qui sont pas mal. Ou qui étaient... Non. Ils n'ont pas progressé ou ils n'ont pas travaillé dans le bon sens. Ils ne méritent pas. Pour l'instant, on va plutôt mettre celui-là parce que ceux-là méritent pour l'instant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe parce que c'est les joueurs qui potentiellement ont de quoi, d'ici 1 an et demi, prétendre à l'équipe A. Ouais. Donc, il veut les voir jouer, il veut les voir s'exprimer, pouvoir se faire un avis, voir si effectivement il peut les faire travailler pour qu'ils arrivent à ce niveau-là. Ouais. Comme ça a été le cas avec le petit Derman, par exemple, qui a commencé à jouer l'année dernière, qu'il a refait jouer au mois de septembre les 2 matchs contre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale pour préparer déjà le mois de mars contre le Burkina. Donc, c'est pour voir s'ils ont le niveau d'y arriver. Ceux qui n'ont pas le niveau, il faut qu'ils travaillent encore. Mais c'est lui qui exige, donc qui s'occupe de ce côté-là. Moi, mon rôle, il est simple, c'est toujours le même. Mon rôle, c'est toujours le même. Une fois que la liste, et c'est le fonctionnement qui a été établi en accord avec la FTF, c'est pour ça que j'insiste. C'est qu'une fois que la liste est établie avec Duarte, il me la transmet. Cette liste-là, je la transmets à la FTF. Voici, en accord avec Duarte, les joueurs exigés. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est moi qui donne la liste que c'est moi qui l'ai faite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc la liste que je transmets à la FTF et au coach U23 avec qui je suis en contact, quand je lui transmets la liste de la part de Duarte, c'est pas de ma part à moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est tout bête hein, quand le coach Duarte fait sa liste pour l'équipe A, par exemple. Quand il fait sa liste pour l'équipe A, bien sûr que des fois, il me demande des indications par rapport à certains joueurs, des informations, ceci, cela, où il me demande ce que je pense de tel joueur. C'est normal. Ouais. C'est mon rôle de lui dire la vérité. De lui dire la vérité. Pas des trucs de copinage ou de préférence. Non, la vérité. Qu'est-ce que tu penses de tel joueur, par exemple? Ou peut-être une hésitation entre 2 joueurs. J'hésite entre ces 2-là. Celui-là, la dernière fois, qu'est-ce que tu en as pensé? Je peux donner mon avis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coach qui prend ses décisions seul. Okay. Qui est intransigeant sur le fait tu ne peux pas lui imposer un joueur. C'est impossible. Tu ne peux pas lui imposer un choix ou lui dire coach, prenez tel joueur. C'est impossible. Plus tu vas aller dans ce sens-là, plus il ne le prendra jamais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est lui qui prend ses décisions tout seul. Donc, lui, par exemple, quand il fait la liste de l'équipe A, c'est l'exemple que j'allais te donner, quand il fait la liste de l'équipe A, qui me la transmet officiellement pour que je la transmette à la FTF, quand je la transmets à la FTF, la FTF n'imagine pas que c'est moi qui ai fait la liste. Non, bien sûr. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, donc c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'entre-temps... Oui. Une fois que la liste des U23 est transmise au coach, donc lui, il rajoute les 30-40%. Oui, à sa guise. Sa guise, bien sûr. À sa guise, c'est ce qui a été établi. Donc il rajoute qui il veut, conformément à ce que lui... voilà. Mais... par rapport au projet, encore c'est pour ça que je dis qu'il y a une ligne directrice dans ce projet. Conformément au projet, il faut suivre les exigences établies entre le coach Duarte et la FTF. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a 60-70% qui sont la volonté du coach A pour un objectif précis. C'est pour ça que je dis, c'est pas juste des joueurs que lui il aime bien ou que parce qu'un agent l'a appelé, on fait jouer mon joueur. Non, c'est pas ça. Sur le plan technique, potentiellement, c'est les joueurs que lui estime que d'ici 1 an et demi, ont le potentiel pour arriver en équipe A. Ouais. C'est sur cette base-là qu'il choisit, sachant que tous les joueurs, c'est lui qui les supervise. Ouais. Que ce soit les joueurs locaux ou expatriés. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, quand je lui donne la liste des joueurs, quand je fais ma liste, ma base de données, que je lui envoie les joueurs, il regarde les vidéos de tous les joueurs. C'est pas des petites vidéos de 2 minutes, hein. Non. C'est les matchs de tous les joueurs. Donc tous les joueurs aujourd'hui qui viennent avec l'équipe Espoir, il les connaît tous.
Il regarde ces joueurs-là, il connaît leurs qualités, il connaît leurs défauts, il connaît leurs aptitudes, il les connaît, il regarde leurs matchs. Donc c'est choisi vraiment voilà, en fonction de ce que lui veut. Ok. Bah, ouais, au niveau de tes explications, c'est assez clair, mais du coup, qu'est-ce qui apporte ce malentendu? Bah, premièrement, je pense qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, déjà. Qui sont mal intentionnés, qui au lieu de, peut-être s'ils pensent des choses ou ils croient des choses, au lieu de me demander directement, préfèrent aller en parler à X ou Y. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, je sais qu'il y a eu un gros malentendu entre le coach U23 et le coach, le sélectionneur Duarte, qui fait que la collaboration est compliquée. Okay. Parce qu'au départ, on va dire que voilà, il y avait des rencontres, il y avait des meetings, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, ces choses-là se sont un peu estompées, qui font que la collaboration est compliquée. Okay. Donc, forcément, qui sert de lien, qui sert d'intermédiaire à ce moment-là, c'est moi. Non, c'est-à-dire que encore plus qu'avant, c'est moi qui sers de lien, c'est moi qui donne les consignes sur le dernier stage que les espoirs ils ont fait au Maroc, même les consignes. Pas technique, mais les intentions, c'est moi qui ai passé les messages. C'est-à-dire que moi, je faisais le débriefing. Le coach U23 m'appelait pratiquement tous les jours. Après les entraînements, après les matchs, etc. pour me faire un point, un débriefing un petit peu de comment les choses se passent, comment s'est passé les entraînements, etc. Moi, je suivais un petit peu les choses au loin, puisque du coup, comme c'est moi qui ai organisé un petit peu le stage. Donc, moi, à mon tour, je faisais le compte-rendu à Duarte. Donc, ça se passe comme ça. Tel joueur s'est montré, tel joueur a été bon, tel joueur a montré de bonnes choses. Globalement, ça se passe comme ça. Le match, on l'a suivi les matchs aussi. Donc, lui, Duarte, à son tour, me donnait des consignes, tu vois, que je devais donner au coach U23, notamment tactique, où il voulait que sur ce stage-là, comme lui le faisait avec l'équipe A, qu'il commence à travailler le 3-5-2 avec les joueurs. Parce que l'équipe A, comme tout le monde, je pense que tout le monde l'a vu, l'équipe A évolue en 3-5-2 lors des deux matchs contre le Burkina Faso. Ouais. Donc c'est un système qui a été travaillé. C'est pas, le coach il n'est pas arrivé comme ça en disant bon, on joue en 3-5-2, allez sur le terrain. Non, ça a été travaillé à l'entraînement pour qu'on arrive à un certain résultat. Donc il voulait aussi que l'équipe Espoir travaille aussi ce système-là. Pourquoi ? Parce que justement, il se dit qu'à tout moment, s'il y a un joueur U23 dont il a besoin, à un certain poste, ça pouvait être sur le match retour du Burkina, par exemple, directement, il peut avoir un manque et dire tel joueur qui peut jouer tel poste avec les U23, lui, il peut le faire, il peut le prendre. Ou peut-être pour ce mois de juin, à venir avec le match contre Eswatini. Donc, il voulait déjà que ces joueurs-là aient cette notion tactique déjà, du 3-5-2, maîtrisent déjà ce système-là, pour que si jamais il fait appel à eux, l'intégration soit beaucoup plus rapide. Ouais. Donc moi, cette consigne-là, par exemple, c'est moi qui l'ai donnée au coach U23, de la part de Duarte. C'est pas de ma part, c'est pas moi, c'est de la part de Duarte. Donc il y a des choses comme ça, des informations comme ça, où je sers de lien, mais ça veut pas dire que ça vient de moi. Ouais, faut être, je sais pas, faut être bête pour imaginer, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, pour imaginer que... Donc moi, je vais faire des listes, je vais donner des consignes techniques, tactiques, etc. Et dans tout ça, Duarte me dit rien. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, il accepte, vas-y Serge, donne des consignes. Ça n'existe pas, ça. Ouais. Je sais pas, mais bon. Ok. Justement, un des arguments qu'on entend souvent aussi concernant, ça va dire les binationaux, ce serait un écart d'adaptation au football africain, sous prétexte qu'ils auraient évolué ou été formés en Europe. Justement, toi qui supervises quand même ça, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est en fait concrètement ? En fait, je trouve la question où on va dire je la trouve un petit peu mal placée parce que encore une fois, l'objectif c'est l'équipe A. Encore une fois, je le répète, l'objectif c'est l'équipe A. Quand je dis l'objectif, c'est faut pas me prendre au mot. C'est pas tous les joueurs qui vont arriver en équipe A, mais l'objectif c'est de travailler pour l'équipe A. Donc justement, c'est pas en les faisant jouer dès maintenant dans ce contexte-là qu'ils vont progresser et s'habituer aux réalités africaines. Tu comprends ce que je veux dire ou pas ? Oui, bien sûr. Si on les prend pas dès maintenant, ces joueurs-là justement qui ont été formés en Europe, pour les habituer dès maintenant, quand est-ce qu'ils vont s'habituer ?
C'est ça. Donc déjà, il y a ce côté-là. Ensuite, les arguments avancés par les uns et les autres que j'ai pu entendre sont farfelus et dépassés. C'est des arguments des années 2000. Hein. Aujourd'hui, quand on prend les équipes, je sais pas moi, du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de joueurs qui ont été formés en Europe. Hein. Le Sénégal qui a gagné la dernière CAN, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Bounassar, Nampalis Mendy, Boulaye Dia. Bon, je ne vais pas tous les citer, hein. Même le petit, qui joue en Angleterre là, en Championship, pareil. C'est tous des joueurs qui ont été formés en Europe. Et pourtant, ils sont là, ils ont été champions d'Afrique. C'est ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a besoin de cette qualité-là pour passer un cap. À côté de ça, vous avez aussi des joueurs qui ont été formés sur le plan local très forts. Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Gana Gueye, etc. Qui ont été formés sur le plan local et après qui sont partis en post-formation à l'extérieur. Mais nous, on n'en est pas encore là. On n'a pas encore justement ces joueurs-là formés sur le plan local qui sont aussi forts. Ça va arriver, mais on ne l'a pas encore. Donc aujourd'hui, pour moi, encore une fois, quand on parle de ce problème d'adaptation, c'était vrai dans les années 2000. À la limite, quand nous, on arrivait en sélection, c'était encore peut-être un peu vrai, parce que des fois, on allait dans des pays, c'était catastrophique. Les conditions, le stade, les terrains, etc. Mais aujourd'hui, avec les exigences de la CAF, qui sont très strictes, aujourd'hui, c'est plus possible. Sur le dernier rassemblement au mois de mars, je crois qu'il y a eu presque une dizaine de matchs qui se sont joués au Maroc. Pourquoi ? Parce que tous ces pays-là, dans leur terrain n'était pas homologué, ou leur stade n'était pas homologué, parce que la CAF, à un moment donné, a stoppé tout ça. Donc, si vous n'avez pas le terrain praticable, de très bonne qualité, le vestiaire, le stade, tout qui va, vous ne jouez pas. Donc, aujourd'hui, me sortir des arguments, soi-disant, les joueurs ne peuvent pas s'adapter, ou je sais pas quoi, c'est faux. Ces joueurs-là, ils sont formés, depuis qu'ils ont 12 ans, ils sont en préformation, on les a habitués à des contextes. Ils n'ont pas toujours joué sur des billards. Hein. Tous les joueurs qu'on voit là, c'est maintenant qu'ils sont en professionnel, qui jouent sur des terrains propres. Moi, quand j'étais en formation, on allait jouer sur des champs de patates. On allait jouer sur des terrains, tu peux même pas t'imaginer. Donc en formation, tu passes par tout ça. Le seul argument, je dis bien le seul argument qui tient la route, peut-être le climat. Ouais. Le climat, et encore le climat quand ici c'est l'hiver. C'est-à-dire qu'en gros... quand en France il fait un peu frais et que d'un seul coup tu te retrouves sur le continent africain aller jouer sous 35 ou 36 degrés, ça peut être compliqué. Mais le reste, oui, dans les années 2000, la réalité du football africain, c'était les duels âpres, la difficulté à s'adapter au football africain, les arbitres qui sifflaient rien. Tu pouvais te manger un tacle au torse, ça jouait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Hein. C'est-à-dire, j'ai des attaquants qui me mettaient des coups de coude dans la gorge. L'arbitre, il voyait, hein, mais il n'y a rien, ça joue. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et les seules fois où je me suis plaint à l'arbitre, il s'est arrêté, il a dit mon petit, si t'es pas prêt à jouer, tu sors. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça, c'était les années 2000. Enfin, jusqu'aux années 2000, tu vois ? Ouais. Mais ça y est, là, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, là, avec les histoires de VAR, de ceci, cela qui commencent à arriver petit à petit, les arbitres sont plus surveillés qu'avant. Là, maintenant, dès qu'un arbitre il déconne, immédiatement, il y a suspension. L'arbitre qui a fait Rwanda-Bénin, là, ou je sais pas quoi, il est suspendu. Ouais. Donc, maintenant, ça n'existe plus, ces trucs-là. Avant, tu pouvais jouer. On est parti jouer un match au Cameroun. Contre le Cameroun. C'était quelle année, ça devait être 2009 ou 2010, je sais plus. Peut-être 2008 ou 2009. On commence le match. Et le Cameroun, on les tue. C'est-à-dire, dans le jeu, je parle, hein, dans le jeu, tout. Quand ils ont commencé à s'énerver, que Floyd il commençait à vouloir... Quand il a dribblé une ou deux fois Song, et que Song il s'est énervé, et qu'il commençait à lui mettre des tacles au torse, des tacles ici, il n'y a jamais eu faute. Hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais. Jusqu'à un moment donné, Floyd, il a dit, je joue plus. Il marchait sur le terrain, il voulait plus. C'est-à-dire quand le ballon il venait, il rejouait derrière. Tu vois ? Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Ouais. Un joueur qui fait ça, c'est rouge. Donc, cette histoire, ce mythe, cet imaginaire collectif qu'on essaie d'instaurer aux gens pour faire croire que les joueurs binationaux ou expatriés ne peuvent pas s'adapter au football africain, c'est faux. Il faut arrêter cette histoire. Après, il y a des réalités, il y a d'autres réalités. Il y a toujours des réalités, bien sûr, auxquelles il faut s'adapter, tout ça, c'est normal. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Mais ces arguments-là, en parlant de football,
c'est pas ça. Aujourd'hui, ce qui doit primer, c'est les qualités footballistiques, le potentiel et cultiver la fibre patriotique. C'est ces 3 choses-là, c'est tout. Hein. C'est ça. Chez ces joueurs-là, c'est tout. Qualité footballistique, potentiel et cultiver la fibre patriotique. À part ces 3 choses-là, moi, je vois pas d'autre chose. À part le climat, c'est tout. C'est ça. Mais bon, au-delà de comment dire, ces arguments qui sont utilisés un peu pour dénigrer et tout, bon, il y a cette question que que je vais te poser, qui n'était pas forcément prévue, mais l'actualité du moment faisant que, le petit mini bad buzz que ça a engendré faisant que, et tu l'as peut-être sûrement entendu également. Bon, ça a été dit que tu empêcherais certaines personnes d'entrer dans le vestiaire des éperviers ou de les approcher. Alors, comment et pourquoi, selon toi, cette rumeur elle a émergé? Déjà, je viens de découvrir que j'ai du pouvoir, déjà. Hein. Ah bah oui, non, mais j'ai un grand pouvoir. Déjà, si moi, je peux empêcher des gens... Écoute, tu fais les listes U23... Ouais, je fais beaucoup de choses. Hein. Je fais beaucoup de choses. Et encore une fois, je t'ai dit, c'est peut-être comme je m'exprime pas, comme je parle pas, peut-être, tu vois, les gens ont peut-être tendance à se dire qu'on peut dire tout et n'importe quoi. De toute façon, voilà, tu vois, mais comment? Déjà, moi, à titre personnel... bon, encore une fois, hein, bien sûr que j'ai entendu les rumeurs et tout, qui sont infondées. Je vais pas m'attarder dessus, mais je vais en parler, j'en reparlerai pas, parce que là, voilà, on avait prévu cet entretien. Tu as souhaité poser cette question-là, je me dis, bon, ok, pourquoi ne pas répondre? Mais je vais pas en reparler à l'avenir. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, je n'ai jamais interdit à qui que ce soit d'approcher l'équipe ou de rentrer dans le vestiaire ou je ne sais quoi. Déjà, ce n'est pas à moi de décider. Et secondo, j'en ai pas le pouvoir. Déjà. Maintenant, par contre, il y a une chose qui existe, comme dans tout, je sais pas, dans toute institution ou dans tout groupe ou etc. Ce sont les règles. Les règles, c'est quoi? C'est que tout comme, je sais pas moi, Claude Leroy, par exemple, en son temps, avait bien ses règles de fonctionnement et ses consignes dans son groupe et autour de son groupe, bah, le coach actuel aussi a ses méthodes de fonctionnement, ses méthodes de travail dans son groupe et autour de son groupe. Tu as des coachs qui sont plus flexibles que d'autres, qui, je sais pas moi, au quotidien, lors des repas par exemple, ils vont pas forcément exiger que tout le monde mange ensemble, ils vont dire bon, vous êtes libre, mangez quand vous voulez. D'autres vont dire non, tout le monde se lève, tout le monde vient manger ensemble, tout le monde se lève ensemble, vous partez seulement quand tout le monde a fini. Donc tout le monde a ses méthodes. Ah ouais. Donc il faut savoir que le coach actuel, Duarte, a aussi ses méthodes de travail, ses règles et ses exigences. 2 choses sont très importantes pour lui, c'est le terrain. Quand je dis le terrain, c'est l'espace, son terrain et les abords, où pour lui, c'est un espace de travail. Comme il l'appelle lui-même, c'est son bureau, où il ne veut personne sur son terrain. Quand je dis personne, c'est personne. Il y a 1 ou 2 journalistes ou photographes, des fois, qui se sont aventurés à rentrer, à poser le pied sur l'herbe pendant l'entraînement. C'était la guerre. Il ne veut pas de ça. Donc, il y a son terrain, les abords du terrain, il ne veut personne dessus. Personne qui vienne faire ceci, faire cela, ou il ne veut pas. C'est les joueurs, son staff, c'est son espace, premièrement. La deuxième chose, c'est son vestiaire. Son vestiaire qu'il estime, lui, selon ses règles et ses exigences, être un espace sacré. Comme il le dit encore une fois lui-même, c'est son église. Il dit que lui, c'est son espace sacré, réservé à lui, son staff et aux joueurs. Même les visites du président de la fédération sont accompagnées de consignes très strictes. Si tu as l'occasion, tu lui demanderas. Okay. Mais sont accompagnées de mesures très strictes, de consignes de la part du coach, très strictes, parce que c'est comme ça. Il veut garder ces méthodes de travail-là, c'est ses consignes. Donc ça, c'est ses méthodes à lui. D'ailleurs, après le match du Burkina la dernière fois, il a refait un rappel
à la FTF et notamment au SG par rapport à ça, parce qu'il veut avoir ces deux espaces-là, voilà, conformément à ses consignes et ses règles à lui. Bon, maintenant, moi, en tant que manager général, quand lui passe ses consignes, forcément, la personne qui est en dessous, qui reçoit les consignes, c'est qui? C'est moi. Donc, quand moi, je donne les consignes générales à tout le monde, bah, je reprends les informations du coach. Ouais. Et il est inflexible là-dessus, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai décidé que telle personne, ou telle personne, ou telle personne, ou telle personne ne rentre pas dans le vestiaire, ou ne fasse pas ceci, ou ne fasse pas cela. Au nom de quoi? Au nom de quoi? L'équipe nationale, c'est pas à moi. Dans équipe nationale, il y a nation. Nation, ça veut dire c'est tout le monde. Ça appartient au dernier Togolais et au premier Togolais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sur la base de quoi, moi, je vais me lever aujourd'hui et dire que telle personne n'a pas le droit de rentrer au vestiaire, telle personne ne peut pas approcher l'équipe. Sur la base de quoi? Donc, ça n'a rien à voir avec moi, ou des comptes à régler, ou concernant le malheur de l'équipe, ou je ne sais quoi. J'ai entendu des choses, je me suis dit, mais j'avais envie de me taper la tête contre le mur. Je me suis dit, mais d'où ça sort tout ça? Par quel moyen, moi, je vais décider tout ça? Il y a des règles de vie, il y a une discipline à observer autour de l'équipe, conformément soit au coach ou à la FTF. Donc, c'est pareil pour tout le monde. Moi-même, Serge, j'ai déjà arrêté des gens et leur ai dit de ne pas rentrer dans le vestiaire conformément à ces règles-là. J'ai déjà arrêté une autorité, je ne vais pas dire qui, j'ai déjà arrêté une autorité devant le vestiaire en lui disant c'est interdit de rentrer dans le vestiaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai déjà, voilà. Donc, ça veut dire que si moi-même, je me plie aux règles et qu'on veut se conformer à ce que le coach demande, bah, à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout. Donc, ce sont les règles. Il y a eu le match amical contre la Côte d'Ivoire à Paris, au mois de septembre, par exemple. Apparemment, je dis bien apparemment, il y a quelqu'un qui serait rentré dans le vestiaire. Je ne sais pas qui. Je ne sais pas si c'est un responsable, une autorité, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui serait rentré dans le vestiaire, qui est extérieur à la délégation, à l'équipe, qui serait rentré dans le vestiaire à un moment donné. C'est pas quelqu'un de mauvais, hein, c'est peut-être, je ne sais pas. Le coach, quand on est arrivé au Maroc, donc pour le deuxième match amical, lors du premier entraînement, a pris tout le staff et il a crié pendant 10 minutes. Quand je dis crier pendant 10 minutes, c'est crier pendant 10 minutes. C'est-à-dire les murs, ils tremblaient. Pour dire qu'il ne veut personne dans son vestiaire. Personne extérieure au groupe. Dans son vestiaire. Ça, c'était un match. Je vous parle d'un match amical à Paris contre la Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec Lomé, ça n'a rien à voir avec Kégué, ça n'a rien à voir avec le vestiaire spécialement. C'est partout. Extérieur, domicile, tout. Ce sont ces règles. Et il a crié pendant 10 minutes en responsabilisant chacun d'entre nous. Que s'il y a quelqu'un qui rentre dans le vestiaire, il faudra que la personne qui a autorisé l'individu à rentrer vienne lui expliquer le pourquoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ce que je te dis là, tu peux vérifier auprès des autres membres du staff. Donc, à partir du moment où il y a des règles, il faut les respecter. Après, moi, je sais pas, peut-être que je sers de bouc émissaire ou je sais pas, peut-être que c'est facile de dire que c'est Serge parce que ceci, je sais pas, je sais pas, mais ça n'a rien à, c'est-à-dire à titre personnel, ça n'a rien à voir avec moi. Encore une fois, moi je le dis de manière, moi je n'ai rien contre personne, je me lève pas le matin en disant que telle personne, j'ai ça contre telle personne, non, moi j'ai rien contre personne, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Donc aujourd'hui, même pour aller encore plus loin dans mon exemple. Lors du dernier rassemblement, justement quand on était à Lomé, il y a un des anciens capitaines de l'équipe qui a souhaité venir parler aux joueurs à l'hôtel. Le coach, ça ne faisait pas partie de son programme, donc il n'était pas obligé d'accepter. Donc lui, ça ne faisait pas partie de son programme parce que c'était assez proche du match, etc. C'est moi et le capitaine actuel, Jen, qui avons validé et milité pour que ça se fasse. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si. Voilà. Pour que ça se fasse, donc, si un jour tu as l'occasion de demander à Jen, tu peux lui poser la question. Il va te confirmer qu'effectivement, c'est nous qui avons validé et milité pour que ça se fasse. Donc aujourd'hui, moi, si j'avais quelque chose contre quelqu'un, à ce moment-là, ça serait su. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, encore une fois, moi, on peut rien faire contre les rumeurs, tu vois. Mais à un moment donné, bon, il faut quand même doser. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut pas
Non, mais c'est vrai, tu vois, faut pas non plus abuser. Ouais. Voilà, accuser les gens de toujours. Il faut avoir les informations nécessaires, adéquates, tu vois. Ouais. Après, je reconnais que je m'exprime pas souvent, mais j'ai pas à le faire. Je sais pas, tu vois, moi, je suis là pour faire mon travail. C'est ça. Je suis pas là pour parler. Je suis pas team media officer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens qui parlent trop, c'est souvent ceux qui en font le moins. C'est ça. Moi, je suis pas là pour parler, moi. Je suis là pour travailler, poser des actes, travailler. Donc, moi, je suis concentré sur mon travail. Après, voilà, tout ce qui se passe à côté, tout ça, ça me touche pas, je m'en fous, tu vois. Mais, bon, là, comme tu poses la question, ok. Comme ça, au moins, c'est clos. Ouais. Bon, pour revenir un peu sur l'aspect, bon, au niveau de l'équipe nationale, l'équipe A, bon, on a pas mal de fans des éperviers qui ont, on va dire, ont été découragés des résultats de ces éliminatoires. Beaucoup y croient encore, on l'a vu avec la présence importante de supporters, notamment lors de la dernière journée. Mais voilà, bon, il y a quand même un certain, on va dire, découragement, on va dire, qu'on ressent auprès des fans. Qu'est-ce que tu pourrais dire à celles et ceux qui peuvent être sceptiques aujourd'hui? Bah, déjà, je comprends. Je comprends parce qu'effectivement, quand vous êtes supporter, vous attendez des résultats. Donc, c'est tout à fait normal. Je pense que les joueurs eux-mêmes sont les premiers déçus par rapport à tous les efforts qu'ils ont fournis. Donc, je comprends tout à fait. Quand vous êtes supporter, vous voulez la victoire coûte que coûte, tu vois. Maintenant, j'ai envie de dire aussi que nos supporters ne sont pas fous, ne sont pas bêtes. Comme je le disais tout à l'heure, une équipe peut perdre, mais ça dépend dans quelles conditions, ça dépend comment. Comme dirait l'ancien, la défaite cohérente, tu vois, que je ne connaissais pas cette expression, mais je l'apprends. Je pense que les supporters ont vu que les joueurs ont mouillé le maillot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils ont vu que les joueurs ont mouillé le maillot. Et ça, c'est très important. Ils ont vu qu'ils ont tout donné, ils ont tout tenté. Et je pense qu'il faut rester sur ça pour continuer à y croire. Ça veut dire que les joueurs sont conscients, tu vois. Je pense qu'ils ont vu aussi que l'équipe a progressé, que l'équipe est beaucoup plus solide et beaucoup plus cohérente aujourd'hui dans ce qu'elle propose. En l'espace d'un an et demi, on a tenu en échec le Sénégal sur le match retour lors des éliminatoires Coupe du Monde. Et là, bon, même si on perd le premier match contre le Burkina, on va dire dans le jeu, on les tient en échec 2 fois, si je peux me permettre. Mais entre le match du Sénégal, où tu fais 1-1 à domicile, et ces 2 matchs-là, c'est pas pareil. C'est-à-dire que contre le Sénégal, tu étais plutôt dans le dépassement un petit peu de soi, dans la volonté. C'est-à-dire que tu comblais un petit peu par le côté attitude, alors que là, tu avais l'attitude et le jeu. Parce que ce que les joueurs ont proposé sur le terrain, match aller-retour, c'était quand même cohérent. Faut pas se mentir. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Quand c'est bon, là je parle de jeu, je parle pas de résultat. C'était quand même cohérent. Il y avait du jeu, il y avait une cohérence, il y avait une relation entre les différentes lignes, entre les différents joueurs. On a vu que les joueurs avaient compris aussi les consignes du coach. Ils se sont procurés des occasions, parce que c'est important de se procurer des occasions. Ils se sont procurés des occasions. Malheureusement, il n'y a pas eu cette victoire qui aurait pu déclencher, on va dire, un vrai engouement. Mais pour l'instant, rien n'est perdu. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'espoir. Et moi, déjà, je remercie vraiment tous nos supporters et toutes les personnes qui continuent d'y croire, parce que c'est pas facile, mais on n'a qu'un pays. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On n'a qu'un pays, il n'y a que nous. Tu vois, moi, pareil, si je te dis, quand les U17 ils jouent, je suis à fond dedans, hein, je suis là. Quand ils perdent, je suis déçu. Quand les U20 ils jouent, pareil. Quand les féminines jouent, c'est la même chose. On n'a qu'un pays. Donc il faut faire front, il faut être unis, faire preuve de, je vais pas dire de patience, mais de discernement. Pour comprendre que effectivement, bon, il manque ce petit truc, mais moi je crois fermement que ça va arriver, parce que, encore une fois, si l'équipe ne progressait pas,
Si l'équipe proposait la même chose qu'il y a 1 an ou il y a 1 an et demi, là, il y aurait des soucis à se faire. Tu vois, là, tu te dis, bon, l'équipe, elle avance pas. Et notamment là, sur cette campagne d'éliminatoire, je vais pas... je peux dire que le seul vrai faux pas que le Togo a fait, c'est contre Eswatini à domicile. Tu vois, bon, le match contre le Cap-Vert, t'as pas joué. Donc, on a été mauvais. C'est mauvais du début jusqu'à la fin. Donc, tu peux pas... T'as pas de matière. Mais le seul vrai faux pas que t'as fait, en réalité, c'est contre Eswatini à domicile. Où, dans le jeu, c'était bon. Moi, j'ai revu le match 4 fois. 4 fois, j'ai revu 90 minutes 4 fois. Ceux qui ne se souviennent pas, je les invite à les regarder. Moi, j'ai pris du plaisir à voir l'équipe jouer jusqu'à dans les 10 dernières minutes. C'est les 10 dernières minutes qui ont gâché vraiment le match. Mais c'est le seul vrai faux pas que tu fais parce que par 2 fois, tu te fais remonter au score alors que ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. À un moment donné, il faut faire preuve de maturité, de conscience, de concentration. Il faut comprendre que le niveau international, c'est jusqu'au bout. C'est encore plus qu'en club. C'est jusqu'à la 95e, 96e minute. Parce que le pays qui vient jouer contre toi, eux, ils veulent gagner. Parce qu'ils représentent aussi un pays. Donc les joueurs qui viennent jouer, ils vont tout donner jusqu'à la fin. Donc, et ce cap-là, j'ai l'impression qu'on l'a passé. Je dis bien, j'ai l'impression qu'on l'a passé. Parce que sur les derniers matchs, il y a quand même eu beaucoup de concentration. Les joueurs ont mis beaucoup d'investissement. Le but qu'on prend contre le Burkina au match aller, c'est pas un problème de concentration, c'est un problème de communication. C'est pas pareil, c'est un problème de communication. Tu as 2 joueurs à toi qui sont sur le ballon. Quand il y a le corner qui est tiré, tu as 2 joueurs, tu as le gardien et un joueur qui sont sur le ballon. Donc là, c'est pas un problème de concentration, c'est un problème de communication qu'il y a eu sur ce but-là. Bon, au final, ils ont marqué quand même, mais bon. Je veux dire que voilà, on sent que l'équipe a quand même progressé, donc il faut, je pense, aller dans ce sens-là et continuer d'y croire, continuer à soutenir l'équipe, puisque la dernière fois, franchement, c'était bien. Ouais, moi, j'étais content de voir le stade de Kégué, pas plein, mais bien rempli, et voilà, quand il y a eu l'hymne national et tout, j'étais content. J'ai vu les joueurs aussi, je les voyais, les joueurs qui étaient contents quand il y avait l'hymne national, parce qu'il y avait du monde, ils entendaient, les gens chantaient, il y avait du bruit, ils étaient très contents. Je l'ai senti, j'ai senti cette fierté. Et donc, il faut rester sur cette dynamique-là. Ouais. On reste confiant sur la qualification, alors. Moi, j'y crois à 100%. Mais bien sûr, moi, j'y crois à 100%. Après, oui, bien sûr que c'est compliqué parce qu'il faut compter un petit peu sur les autres. Mais moi, si tu me parles de nous, de notre équipe à nous, moi, j'ai confiance à 100%. Ok. Du coup, prochaine interview en janvier à Abidjan, alors. Je l'attendais pas. Je l'espère, c'est l'objectif. C'est l'objectif et il faudra tout faire pour y être. Après, comme on dit, le football, c'est beaucoup de choses. Mais l'objectif, c'est de tout faire pour se qualifier. De toute façon, c'est pour ça qu'on est en course. C'est ça. C'est de se qualifier par tous les moyens. Après, le football, c'est le football, mais il faut tout faire pour répondre présent à ce rendez-vous. C'est ça. Ok. Écoute, merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci. Et c'est la fin de cet épisode de Parole aux éperviers. N'hésitez pas à laisser vos réactions en commentaire et à retrouver cette interview également en audio sur notre podcast Spotify et Apple. À bientôt. Salut.